Alors, cette question d'été qui nous anime ce matin, eh bien, elle est directement en rapport avec l'actualité du commerce lié aux soldes. Alors, les soldes, ils n'ont pas été formidables, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je crois que vous avez des chiffres concernant ces soldes, Morgane. Oui, les soldes de 2022 n'ont pas été formidables. Très mauvais démarrage pour les soldes d'été. On note moins 19% qu'avant le Covid. Beaucoup de syndicats, d'alliances nous parlent de ventes très moroses cette année. Alors c'est vrai que quand on pense aux soldes, oui, on pense surtout aux vêtements. Hein. Enfin, je veux dire, c'est emblématique. D'ailleurs, on reçoit ce matin, je vais y arriver, Johan Petiot. Ah oui, Johan Petiot qui est avec nous. Bonjour, Monsieur Petiot. Bonjour. Merci d'être venu en studio. Vous êtes le DG, le directeur général de l'Alliance du commerce, qui traite un peu des grandes enseignes et notamment de vêtements, hein, en tout cas d'habillement. On les connaît, ces grandes enseignes. On n'a pas besoin de les citer. On sait très bien de quoi il s'agit. Est-ce que vous avez souffert de ces soldes, puisqu'ils ne sont pas terminés, ces soldes, ouais, mais la tendance est très 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 baissière. Hein. Exactement, ils ne sont pas totalement terminés, puisqu'il nous reste encore une semaine sur les 4 semaines de soldes. Et comme vous l'avez dit, en effet, le démarrage a été très mauvais. Ça s'améliore un peu dans cette deuxième partie, mais le démarrage a été particulièrement mauvais, parce qu'aujourd'hui on est plutôt aux alentours de moins 13 que moins 19 sur les premiers jours. Mais vous voyez, ça reste quand même une nette baisse par rapport au niveau des soldes avant crise. Et cette baisse, c'est très en lien avec votre question du jour, elle est liée notamment à la forte baisse de fréquentation en magasin. Oui, parce que il y a deux causes qui sont mises en avant. Évidemment, cette on va dire prééminence de la vente en ligne, hein, qui a un peu tué le commerce de proximité et même le commerce de déplacement, en tout cas en magasin. Mais aujourd'hui, le premier facteur, c'est quand même la baisse du pouvoir d'achat des Français, qui fait qu'il n'y a pas ces achats d'impulsion qu'on pouvait trouver ou cette petite réserve de cash qui permettait de faire les soldes. C'est très vrai, et en plus on aurait pu croire que les soldes dans cette période où justement la recherche du prix bas est quand même le principal moteur d'achat, dans un moment où le pouvoir d'achat, vous l'avez dit, est très contraint, on aurait pu penser que les soldes justement allaient tirer leur épingle du jeu dans cette période, et c'est plutôt le contraire que l'on voit. Alors est-ce que c'est en effet le retour des préoccupations très fortes, hein, liées au pouvoir d'achat sur ce mois de juin, alors qu'on a fait un bon mois de mai, donc c'est ça, on a un comportement client qui est aujourd'hui assez difficilement lisible. On a fait un bon mois de mai, et puis au mois de juin, on sent que les préoccupations sont plus fortes, que les vacances d'été peut-être approchent, et donc les Français font des arbitrages de consommation entre peut-être leur plein d'essence pour les vacances et s'équiper en vêtements, et c'est sûr que ça a pesé sur les soldes, et cette période-là en tout cas est plutôt décevante. Johan Petiot, est-ce qu'on peut rappeler en préliminaire, j'aurais dû vous le demander avant, quel est l'objet des soldes? La création des soldes, c'est pas la même chose qu'une promo, hein. Les soldes, c'est d'abord du déstockage de saison pour faire de la place pour la nouvelle collection qui arrive. C'est ça, les soldes en tout cas sont la seule période dans l'année où vous avez le droit de vendre à perte, et donc en principe c'est le moment où vous écoulez les stocks. Après c'est devenu, en plus de ça, en plus de ce socle juridique, on va dire, historique, est venue s'ajouter aussi une période d'animation commerciale extrêmement forte qui unit tout le commerce. Et c'est ça aujourd'hui les soldes, c'est à la fois un outil pour les commerçants pour écouler ces invendus de fin de saison, mais aussi une période d'animation commerciale extrêmement forte et qui est censée profiter à tous, aussi bien en petit qu'au grand. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est en train d'assister à la pure et simple disparition des soldes? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il n'y ait pas ce jalon dans notre année d'achat qui vienne ponctuer comme ça c'est presque une habitude, on vit avec, hein, les soldes. Alors non, ils ne disparaîtront pas comme ça du jour au lendemain, mais par contre ils peuvent être transformés. Si on regarde ce qui se passe en Europe, la France a un statut un peu particulier. Il y a d'autres pays en Europe où les soldes sont totalement libres, c'est-à-dire vous pouvez les faire au moment où vous voulez, c'est pas du tout un événement
événement à date fixe, c'est pas non plus un événement collectif, c'est ce qui se passe par exemple en Allemagne, en Espagne aussi. Il y a, en fait, la majorité des pays européens sont plutôt sur un modèle de solde plus libéral que ce que l'on connaît en France. Donc, à voir, peut-être qu'elles seront amenées à évoluer dans les années à venir. Pour l'instant, le consensus français, c'est plutôt de dire gardons un événement collectif qui profite à tous et qui est un événement de communication, voilà, à un instant T, et tout le monde les fait à la même période. Et le modèle qui tire aussi son épingle du jeu, c'est les outlets, donc les grandes enseignes qui vendent plusieurs marques différentes, des saisons dernières, du déstockage également. Enregistrent quand même un chiffre d'affaires en hausse. Oui, alors ça, c'est à la fois c'est lié à une double conséquence, j'ai envie de dire, celle de la crise sanitaire d'abord, parce que on a été fermé, il faut se rappeler, 7 mois en 2020 et 2021 au total, pour ceux qui ont été fermés le plus longtemps, et donc 7 mois de fermeture, ça vous fait forcément des stocks en plus. Donc c'est sûr que ces stocks de saison passée, ils se retrouvent pour beaucoup dans les outlets. Donc les outlets ont bénéficié vraiment d'une offre commerciale attractive pour les clients. Et puis à côté de cette offre, en plus elle est présente, mais en plus elle est à un prix aussi plus accessible pour les clients. Et on sait que dans cette période d'inflation et de pouvoir d'achat, les deux rassemblés font que les clients viennent et sont contents en effet. Et donc les outlets marchent très bien en ce moment en effet. Et plus largement, du coup, on revient sur la différence trafic en magasin et vente en ligne. Le trafic en magasin a perdu presque 30% avant la crise. Par contre, les ventes en ligne depuis 2019 ont bondi. Ça s'explique puisque les magasins étaient fermés, on vient d'en parler. Cette concurrence, est-ce qu'elle est bénéfique finalement quand même pour le chiffre d'affaires? Est-ce qu'elle compense, les ventes en ligne compensent le chiffre d'affaires des enseignes ou pas du tout? Elle le compense, mais seulement partiellement en fait. C'est vrai, vous avez raison. Sur le premier semestre 2022, c'est plus 70% de ventes en ligne par rapport à notre niveau d'avant-crise. Donc c'est une croissance extraordinaire qu'on n'avait jamais connue dans les années auparavant. Mais en fait, ça ne compense que quelques points de notre perte d'activité en magasin. Oui. C'est-à-dire que sans les ventes en ligne, au premier semestre, on est à moins 9% d'activité. Quand on ajoute les ventes en ligne, on passe de moins 9 à moins 5. Donc vous voyez, on compense uniquement 4 points de notre perte de vente en magasin, mais c'est quand même un relais de croissance essentiel aujourd'hui. Une enseigne ne peut pas ne pas être sur Internet, c'est une obligation. Oui, c'est ça. Il faut qu'on le soit, et on voit que ce sont celles qui sont sur les deux canaux, en magasin et sur Internet, qui tirent finalement leur épingle du jeu. Alors il est vrai qu'on a un petit peu inversé la donne ce matin sur les routes de l'été, parce que vous représentez ces grandes enseignes que généralement on voit, quand on incrimine la vente en ligne, c'est plutôt généralement des grandes marques comme celles que vous représentez, mais aussi en magasin. Et contrairement à cela, nous avons en ligne ce matin un acteur des petits commerces, mais en ligne, puisque Jonathan Cholet est avec nous. Bonjour Jonathan. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de nospetitscommerces.fr. Alors, il est vrai que ça, on va dire que c'est la deuxième étape de la vente en ligne, qui est de se rapprocher du commerce de proximité. Ça a été dans un deuxième temps, et que souvent on incrimine des grands sites de vente en ligne, des grandes enseignes qui font de la vente en ligne aussi, comme le disait à l'instant Monsieur Petiot, pour, je dirais, compléter le manque à gagner en magasin. C'est une vente en ligne en fait qui fait le lien avec le commerce de proximité, c'est ça? Oui, exactement. En fait, nous, notre objectif, c'est d'amener du trafic en boutique grâce au numérique, puisque aujourd'hui, en fait, 8 ou voire 9 achats sur 10 commencent de toute manière par une recherche en ligne. Donc, il est indispensable pour un commerce de proximité d'être visible sur Internet. Aujourd'hui, un commerçant sur 2 n'est pas visible sur Internet, un commerçant indépendant. Oui, quand vous parlez des commerçants indépendants, c'est tout commerce confondu. Ça peut être évidemment les commerces de bouche de proximité, mais aussi les fleuristes, le quincaillier, les librairies, enfin tout. Oui, tout à fait. Donc notre site petitscommerces.fr, il rassemble tous les commerces de proximité indépendants, donc toutes les boutiques physiques que l'on va croiser dans la rue, les commerces de bouche, les fleuristes, les coiffeurs, les instituts de beauté, voilà, tous ces commerces indépendants, donc uniques par nature, qui font l'authenticité de nos centres-villes, qui, au-delà de vendre, font aussi le lien social, participent à former des apprentis, font vivre en fait notre quartier. Bien sûr. Pour toutes ces raisons
qu'on a voulu les rassembler et les valoriser surtout sur Internet. Commerçants artisans, quoi. Oui, Morgane. Exactement. Ça rejoint ce que disait Yoann Petiot à l'instant. Il faut exister sur Internet pour garantir son chiffre d'affaires. Vous êtes d'accord sur ce point? Oui, tout à fait. Oui, bon, alors écoutez, on va creuser un petit peu le sujet en compagnie de nos invités ce matin. La question, je vous le rappelle, le commerce en magasin est-il mort, grosso modo? Votre shopping, moi je sais que c'était une activité favorite souvent dans les familles, d'aller faire de temps en temps du shopping, et notamment au moment des soldes. Il y a quelques coups dans l'aile, on en parle dans une minute. Avant de partir dans le Roussillon, tout à l'heure, un petit peu plus tard dans l'émission, on fait une petite halte, je dirais sur tout le territoire. On va s'intéresser aux soldes, les soldes qui sont pas fameux cette année. C'est en tout cas ce que dit la profession. Avec nous en studio, Yoann Petiot, le directeur général de l'Alliance du commerce, qui représente les grandes enseignes et surtout de l'habillement, on va dire, du vêtement. Avec nous en ligne par Zoom, Jonathan Chelet, le fondateur de nospetitscommerces.fr. On a, comme je le disais tout à l'heure, un peu inversé les rôles, puisque on parle de vente en magasin sur des grandes enseignes et de vente en ligne sur des petits commerces, ce qui est un petit peu inversé, mais c'est bien parce que c'est la nouvelle tendance aussi. C'est multiforme, évidemment, et c'est trop simple de tracer des raccourcis. Yoann Petiot, vous le disiez juste avant cette coupure, en fait, on ne peut pas vivre, évidemment, quand on est une grande enseigne, uniquement sur les magasins. C'est ce que voudraient les foncières, qui dans les centres commerciaux, qui louent de l'espace. Ils voudraient que toute l'activité se concentre évidemment sur des surfaces où l'on se déplace. Mais aujourd'hui, quelle est la part d'Internet sur ces grandes enseignes dans l'Alliance? Alors nous, sur le marché de l'habillement, nous sommes à 21% de part de marché en ligne. Et en croissance permanente, j'imagine. Oui, en croissance permanente. Lorsque nous étions avant la crise à 15%. Donc vous voyez, on a fait un saut quand même de 6 points. Et en cela, on a gagné plusieurs années, puisqu'on avait une marge de progression qui était beaucoup plus faible. Donc là, on a gagné 6 points. Ce qui est extrêmement important et ce qui fait dire qu'aujourd'hui, une enseigne, en effet, ne peut pas survivre si elle n'est pas également sur Internet. Et donc, il faut une complémentarité des deux. Et d'ailleurs, les résultats de votre sondage auprès des auditeurs le montrent. C'est-à-dire, aujourd'hui, on fait aussi bien ses achats en magasin physique que sur Internet. Mais c'est plus le même magasin physique. Le magasin physique n'est pas mort, mais il doit se transformer. Il doit se transformer déjà suite à cette crise sanitaire. Aujourd'hui, elle a changé nos modes de consommation, nos modes de vie en général. Il y a beaucoup de télétravail. Aujourd'hui, c'est 25% des Français qui ont 2 à 3 jours de télétravail par semaine. Donc, quand vous êtes en télétravail, vous ne vous rendez plus dans vos lieux de bureau, dans vos lieux de commerce. Donc, je ne sais plus qui tout à l'heure parlait de magasins de destination. Oui. Ces magasins de destination aujourd'hui souffrent davantage puisque vous ne prenez plus votre voiture ou le métro ou les transports pour sortir de chez vous en semaine pour aller à votre travail. Donc, la notion de proximité, et ça rejoint peut-être ce que disait monsieur aussi, la notion de commerce de proximité, qu'il soit petit, indépendant ou pas, a repris son importance après cette crise. Et donc, on voit qu'il faut que le commerce se transforme, qu'il soit peut-être plus proche en termes géographiques des clients, mais aussi plus proche en termes de services. Il faut qu'on s'adapte véritablement au rythme de vie, aux besoins de nos clients. Monsieur Chelet, avec nous en ligne, le fondateur de nospetitscommerces.fr, est-ce que ça a encore un sens de parler de commerce de proximité si on achète en ligne? Oui, alors justement, nous, notre approche, elle est assez unique puisqu'on ne veut pas transformer en fait les commerçants en e-commerçants. On ne pense pas que ce soit une bonne idée pour eux de faire de la vente en ligne. Par contre, on utilise le numérique, on utilise Internet pour amener des gens en boutique. Ah oui. Parce que dans un commerce de proximité, ce qui est intéressant, c'est justement d'aller à la rencontre du commerçant, d'être conseillé, de goûter les produits, d'essayer les vêtements. Donc c'est un site d'image plus que de e-commerce. Alors justement, d'abord c'était de la visibilité, c'était du référencement sur Internet, parce que c'est le nerf de la guerre aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, 8 achats sur 10 sont précédés par une recherche en ligne. La première vitrine est sur Internet. Oui, la première vitrine. Et le moyen le plus efficace ensuite pour attirer des personnes en boutique, c'est quelque chose que tout le monde connaît et qui est très utilisé dans les grandes enseignes, c'est la carte cadeau. Et depuis qu'on a lancé cette carte cadeau dépensable uniquement dans les commerces de proximité, eh bien, on arrive à attirer les gens en boutique. Et cette carte cadeau, on la vend en ligne sur notre site petitscommerces.fr. Et donc ça permet d'attirer beaucoup de monde en boutique, des personnes qui sont engagées, qui vont aller dans les commerces de proximité parce que c'est un choix. Aujourd'hui, on a 1 Français sur 2 qui considère que c'est un acte citoyen, voire un acte militant d'aller dans les commerces de proximité. Et donc aujourd'hui, cette carte cadeau, c'est une alternative justement aux grandes enseignes
et aussi aux cartes cadeaux que tout le monde connaît, mais qui sont dépensables uniquement dans les grandes enseignes. Et vous Avec enregistrez, le système, on peut aller dans les petits commerces. Vous enregistrez 3 millions d'euros de cartes cadeaux depuis 2020. Vous targuez, si on peut dire, d'être vraiment la première carte cadeau à dépenser uniquement dans les commerces de proximité, les indépendants. Oui, exactement. En fait, c'est vrai qu'on sait que c'est pas toujours facile d'aller dans les commerces de proximité. Surtout qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne. Il y a des gens qui ont autour de chez eux des beaux commerces, puis d'autres, c'est le désert. Non, mais si je peux me mettre, cette notion de proximité, en plus, elle est relative pour tout Français. C'est-à-dire que il y a 80% des Français aujourd'hui qui ne vivent pas dans les cœurs de ville. Donc, la proximité, quand vous êtes dans un centre-ville, ça va être votre artère piétonne. Mais pour 80% des Français qui, dans les 20-30 dernières années, ont quitté le cœur des villes pour aller vers les périphéries, les maisons résidentielles et autres, pour eux, le magasin de proximité, ça va être la zone d'activité commerciale, le centre commercial qui est à proximité. Donc cette notion de proximité géographique, elle est vraiment toute relative en fonction de notre lieu de vie et de nos lieux de transport. La notion de proximité est importante, mais la notion d'indépendant est très importante. Ah oui, c'est ça. Oui. Puisque le commerce indépendant, par nature, est géré par un ou plusieurs responsables qui en sont entièrement responsables. Ils s'occupent de tout, de l'aménagement de la boutique, de la sélection de produits, de l'accueil. Et c'est ça qui rend intéressant justement ces commerces indépendants, ces commerces de proximité indépendants. Vous voulez dire que ce dont nous parle Yann Petiot ce matin, ces grands commerces de grandes enseignes qui sont un peu les World Company, puisqu'on retrouve les mêmes dans les grandes capitales du monde, c'est un peu stéréotypé par rapport à l'offre que vous proposez, vous ? Exactement. L'objectif, c'est vraiment de garder cette variété de commerces que l'on a en France. On a une chance inouïe en France d'avoir des dizaines de milliers de commerces de proximité qui sont tous uniques. Et donc, si on veut éviter cette uniformisation, d'avoir les mêmes commerces à Bordeaux, à Nice, à Paris ou à Londres, il faut essayer, quand c'est possible, d'aller dans les commerces de proximité indépendants. Et ça peut commencer par tout simplement aller à la boulangerie pour acheter sa baguette, aller chez un libraire pour se faire conseiller, aller tout simplement au marché. Voilà, c'est ce genre de petites actions qui changent tout. Mais Jonathan, et je vous interroge là-dessus, Johan, pour les vêtements, c'est moins sûr. On a l'impression qu'il y a quand même une volonté de se conformer à des collections de mode internationales. On le voit bien chez les jeunes, ils veulent tous avoir des marques qui sont identifiables. Le petit commerce de vêtements qui va vous vendre le caban ou la paire de chaussures que personne n'a dans votre centre-ville, c'est devenu un petit peu un épiphénomène, non ? Oui, c'est très mélangé. On a aussi un comportement client qui est difficilement lisible parce qu'on cherche à la fois de la personnalisation et on cherche à la fois des grandes marques. Donc il faut arriver à trouver ce juste équilibre entre un produit auquel on peut identifier une marque et tout ce que ça véhicule en termes d'image, de représentation de soi. Et de conformité, quoi. Et de conformité. Et puis en même temps, on n'a pas totalement envie d'être habillé comme son voisin. Donc c'est pour ça. Mais en France, on a quand même un marché de l'habillement qui est extrêmement riche aussi. C'est-à-dire que le premier l'acteur le plus fort doit avoir 4 à 5% de part de marché, ce qui veut dire qu'on est sur un marché extrêmement éclaté et on a quand même encore cette chance en France d'avoir une grande diversité d'enseignes et de marques dans notre pays. Et généralement européennes, souvent. Il y a un point dans lequel tous les commerces en fait sont logés à la même enseigne, c'est la perte du pouvoir d'achat. On en parlait et d'ailleurs nos auditeurs en parlent beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est ce qui ressort énormément. On a Adi qui nous dit je n'achète que sur internet ce qui est trouvable, sinon j'achète le moins possible. J'achète peu et sinon en magasin, nous dit Diego. Et puis nous avons aussi King qui nous dit que l'inflation nous cloue au sol car nos salaires n'augmentent pas. Et puis aussi les soldes sont souvent de fausses bonnes affaires. C'est l'avis de King. Mais on a justement l'avis d'un auditeur sur le sujet. C'est Guy qui nous appelle de Paris. Guy, bonjour. Bonjour messieurs, bonjour. Merci pour cette émission. Écoutez, ça nous fait plaisir. Vous savez que nos vacances, c'est les vôtres en fait. Je le dis souvent. C'est réciproque. Alors, avant de partir sur les routes vers le Roussillon, donnez-nous votre avis, vous, sur ces soldes moroses. Alors, les soldes sont moroses. J'ai déjà envoyé un message sur Sud Radio, là, tout à l'heure. Alors, les soldes sont moroses parce qu'en fait, elles ont commencé depuis bien longtemps. Ouais. Tout de suite après la libération du confinement.
Qu'est-ce que vous voulez dire? Tous les commerçants, les artisans, etc., il n'y a pas que dans les vêtements, dans les soldes, il y a aussi dans l'artisanat, dans la production de services, etc., où il y a eu une sorte de braderie de manière à pouvoir refaire la trésorerie. De rattrapage. Voilà. Johan Petiot nous en parle. Les soldes ont démarré depuis bien longtemps, depuis plus d'1 an déjà. Ça voulait dire des promos sans arrêt, en fait, en quelque sorte. Voilà, les promos sont faites depuis bien longtemps. Donc, il y a un moment donné, le commerçant et l'artisan, ils sont acculés, ils ne peuvent pas descendre plus bas, ils ne peuvent pas faire plus. Voilà. Et Johan, vous comprenez ce sentiment en fait d'être déjà de gratter l'os comme on dit, de manque d'attractivité. On est au plus bas des prix depuis des mois parce que tout le monde essaye de reprendre une activité et donc c'est pas très alléchant en définitive les soldes, c'est ce que nous dit Guy. Oui, alors ce qu'on entend et ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui les soldes ne sont plus la seule période promotionnelle de l'année. Et ça, il faut le reconnaître. Il y en a d'autres. Vous avez le Black Friday qui est une période très importante, comme Halloween qui nous vient des États-Unis. On a les French Days qui sont une création typiquement française, les ventes privées avant. Donc c'est sûr qu'on a d'autres périodes promotionnelles dans l'année et ça permet aux marques, en fait, ces périodes promotionnelles-là, elles permettent aux marques justement de les faire au moment où elles le veulent, où elles sentent le mieux leur clientèle, parce qu'aujourd'hui on a une connaissance avec toute la data qu'on peut avoir sur la clientèle. On a une meilleure connaissance, donc ça c'est important, je pense, de les laisser à la main des enseignes pour pouvoir faire au mieux de leur activité au moment où ça leur semble le plus opportun. Oui, et puis c'est un peu l'animation marketing normale, faire vivre la marque, quoi. Hein, aussi, simplement. Voilà, c'est-à-dire mais il faut aussi faire vivre sa marque sur autre chose. C'est ça aussi l'enjeu, c'est arriver à faire vivre une marque ailleurs que par le prix pour recréer de la valeur en racontant une histoire et tout ce qu'on fait autour de la mode durable, justement, ça y contribue justement. C'est on revalorise le produit, on l'inscrit dans la durée, on raconte une histoire sur sa fabrication, sur d'où il vient, pour justement essayer de créer de la valeur et ne pas être toujours à la recherche du prix bas à tout moment. Jonathan Cholet, c'est votre boulot à vous, ça, en fait, de l'animation de vos artisans et commerçants, les aider en fait à exister, à être dans la lumière un moment. Exactement, c'est leur point fort, justement, l'histoire, le savoir-faire, la sélection de produits, c'est le point fort des commerçants indépendants. Et c'est pour ça que l'on y va. En réalité, les soldes ne fonctionnent pas très bien pour les indépendants parce que les gens ne vont pas dans les commerces de proximité indépendants pour le prix. Ils y vont pour tout le reste. Et c'est vraiment ça qu'il faut essayer de faire comprendre, en fait, c'est que le commerce indépendant, le commerce de proximité, ça va au-delà de l'acte d'achat d'un produit ou d'un service. Derrière, il y a le lien social, il y a la vie de quartier. On sait que les commerces indépendants, ils réinvestissent en fait localement. Parce que ils vont aller le midi déjeuner au restaurant, souvent ils habitent sur place, ils emploient sur place. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très très vertueux en fait pour le territoire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on travaille aussi avec des villes, des communes qui vont nous acheter ces fameuses cartes cadeaux dépensables uniquement dans leur territoire. C'est comme ça en fait qu'on arrive à amener du monde dans les boutiques. C'est qu'il faut vraiment une volonté politique. D'aller dans les petits commerces et de faire vivre ces petits commerces. Oui, mais enfin, c'est pas forcément une volonté politique, c'est aussi le choix de chacun et dans notre culture d'achat, qui peut varier évidemment d'un individu à l'autre. Morgane, je suppose que à écouter tout cela, on a envie presque de changer la question d'été. Moi, je vais me le permettre en tout cas avec Johan Petiot. Il lui posait la question. En fait, avec presque un quart des ventes qui se font en ligne maintenant, même dans les grandes enseignes de vêtements, on voit que le shopping n'est pas mort. Mais la question, c'est plutôt, est-ce qu'il est condamné? Est-ce que si l'évolution continue dans le sens du e-commerce, est-ce que à terme, on n'ira plus en magasin? Alors non, je pense qu'on n'aura jamais un 100% online, donc il faut qu'on se rassure, en tout cas si c'est un petit brin d'optimisme. Le magasin physique est là et il apporte des services, une relation sociale. Moi, ce qui est très intéressant sur ce qui a été dit, c'est que je pense que pour notre transformation des enseignes qui sont peut-être un peu plus lourdes à transformer que n'est un commerce indépendant, ce qu'il faut retenir de cet échange-là, c'est que pour se transformer, il faut en effet qu'on aille vers cette proximité qui n'est pas peut-être que géographique, mais vers une proximité relationnelle, émotionnelle, avec le client autour du conseil, de la communauté, du local, pour justement arriver à se transformer, apporter de nouveaux services, et c'est comme ça qu'on arrivera à s'en sortir. Après, pour répondre à votre question, j'ai pas oublié, on est aujourd'hui à 21%, d'autres pays aujourd'hui plafonnent à 25, 30, 35%. Voilà.
On ne sait pas encore jusqu'où on va arriver. C'est sûr qu'on est dans une pente, dans une tendance croissante forte. Après, voilà, je pense qu'on aura un plafond et donc le commerce ne sera pas mort. En tout cas, il faut qu'il se transforme et c'est maintenant qu'il faut le faire. On le souhaite parce que c'est une chouette activité pour les familles de temps en temps, d'aller faire le shopping ensemble. Je dis famille, mais même si vous êtes seul. Tout le monde, et d'ailleurs tous nos auditeurs, la majorité de nos auditeurs sont d'accord. Plus de 70% continuent de faire les magasins en magasin, justement. Bah oui, c'est un spectacle, et c'est un spectacle gratuit tant qu'on n'a pas, tant qu'on n'est pas passé à la caisse. Merci Johan Petiot, merci Jonathan Cholet d'avoir été avec nous ce matin. On se retrouvera demain pour une autre question d'été. Vous pourrez écouter, évidemment. Pour l'instant, il est temps de partir déjà sur les routes, parce que pour l'instant, on stagnait un petit peu en magasin, mais là, on reprend notre voiture électrique et on va se balader.